Ok, merci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qu'on a réalisé en collaboration avec l'Université Laval et le CETRI. Ce projet a impliqué beaucoup de monde, euh, plusieurs étudiants à la maîtrise et au doctorat, et moi-même, le professeur à l'Université Laval, et Assine Boatif et Flavia Bregorelli quand elle était au CETRI. Donc, je vais commencer par présenter l'introduction, les objectifs généraux du projet. Quelles sont les pistes? Je vais présenter quelques pistes de solutions pour la problématique du surplus de copeaux. Et finalement, je vais conclure. Donc, actuellement, il y a une problématique de surplus de copeaux. Cette problématique est due principalement à la diminution pour le demande du papier journal, principalement. Donc, on achète de moins en moins de journaux. On se fie sur les médias, sur les outils comme l'iPad, les téléphones, et ainsi de suite, pour aller chercher les nouvelles, ce qui a entraîné une diminution, une importante diminution de la demande pour les copeaux à base de bois. Si on regarde le papier, généralement, le papier journal est fait à partir, la matière première principale provient de 64%. 64% de la matière première proviendrait des copeaux. Il y a d'autres sources, comme le bois rond, comme le papier recyclé, les pâtes et d'autres sources. Donc, si on regarde, quand on fait le sciage du bois, généralement, cette partie est transformée en copeaux. Elle est transformée par deux procédés, selon le mode de sciage. Il y a un premier mode de sciage. Ensuite, on prend le sciage, puis il y a les doses qu'on va transformer en copeaux. Ou encore, il y a un autre mode de sciage qui est le plus populaire au Québec, c'est le sciage par écarisseuse fragmenteuse. Donc, on a la bois quand elle rentre, elle produit les copeaux en même temps que les écaris. Puis les écaris, par la suite, sont transformés en sciage. Donc, on voit ici la diminution du papier journal de 2000 à 2019 est de 70%, ce qui a entraîné d'importantes fermetures d'usines, particulièrement au Québec. La région n'est pas épargnée. Une des plus grandes usines au Québec du papier journal a fermé, celle de Résoli à Amos. Donc, on voit ici l'évolution du stock de copeaux. Donc, de 2013, c'était faible. Puis à 2017, elle a atteint un pic. Par la suite, elle a diminué à cause de la pandémie. Par la suite, ça a recommencé à augmenter. Si on regarde l'évolution de la consommation des copeaux au Québec, elle est en constante baisse au fur des années. Pour les grandes entreprises qui ont les usages de sciage et les usines de papier, ils ont réussi à s'en sortir parce qu'ils planifient leur production de copeaux de sciage et de copeaux en fonction des besoins des papiers. Il y a plusieurs compagnies qui s'en sortent. Mais les autres compagnies, il faut qu'ils trouvent des solutions pour la problématique du copeau. Donc, pour répondre à cette problématique, on a regardé trois pistes. La première, c'est de produire des sous-produits autres que les copeaux. Donc, au lieu de produire des copeaux, on va aller chercher, on modifie le procédé de transformation du bois pour produire, par exemple, des lamelles pour les panneaux USB. Donc, au lieu, pour les caresseuses fragmenteuses ou pour l'autre procédé, au lieu de produire des copeaux, on produit des lamelles. Et l'autre procédé, la même chose, on transforme les DOS, ici le procédé de sciage de résineux en lamelles OSB. Et transformer aussi les copeaux pour la production de bioénergie. Donc, on fragmente davantage. Au lieu de, on prend les copeaux et on les fragmente selon les besoins pour les bioénergies. La deuxième piste, c'est de valoriser les copeaux pour la production de bioproduits. On a regardé deux alternatives, les composites bois polymères ou les biocomposites.
et les panneaux d'isolation à base de polyuréthane et de bois. Donc, la deuxième partie, je ne vais pas la présenter aujourd'hui. Puis la troisième alternative ou solution est valoriser les copeaux pour la production de bioénergie. Donc, on a regardé la modification thermique par pyrolyse rapide pour la production de la bioénergie et aussi le défibrage des copeaux par explosion à la vapeur. Donc, la première solution qu'on a proposée, c'est l'optimisation du procédé de mise en copeaux pour la production de bioénergie et de bioproduits à partir pour le procédé de sciage par écaresseuse fragmenteuse. Donc, si on regarde le sciage par écaresseuse fragmenteuse, on a ici une tête de sciage. Donc, la bille rentre dans cette tête, puis on va produire un écaris et des copeaux en même temps. Donc, avec les écarisseurs fragmenteuses, d'une façon, on a 33 à 38% de copeaux, on a 43 à 51% de sétage, 5% d'écorce, et 8%, et 8% de repouture et 7% de suivre. Donc, l'objectif, c'est de remplacer ce copeau par soit des lamelles ou des sciures ou des repoutures pour faire autre chose que les copeaux. Donc, l'objectif, c'était de développer une nouvelle tête outil pour une écaresseuse fragmenteuse pour produire des lamelles destinées à la production de panneaux OSB. Puis, le deuxième objectif, c'est de déterminer les paramètres optimaux d'usinage de la tête porte-outil permettant d'obtenir des lamelles de bonne dimension. Donc, ici, si on regarde la tête outil pour l'écaresseuse fragmenteuse, donc on a apporté des modifications à la disposition des copeaux, à des lames de coupe, des couteaux de coupe, pour fabriquer, au lieu de produire des copeaux, on produit des lamelles. Donc, normalement, c'est ce qu'on obtient avec les écaresses fragmenteuses. C'est ce qu'on a obtenu quand on a modifié la configuration de la tête porte-outil pour les écarisseuses fragmenteuses. Dans ce cas-ci, on a utilisé le matériel, on a utilisé des billes issues de trois essences, du pain gris, du sapin moumé et de l'épinette noire. Les billes de pain gris et de l'épinette noire provenaient de la BTB. C'est Jean-Michel qui nous a fourni ces billes. Sapin moumé provenait de la région de Québec. Donc, la méthode, tout d'abord, on a commencé par la conception et la fabrication de la tête porte-outil avec Decaspec, qui est un fabricant d'outils pour l'industrie du sciage. La caractérisation des propriétés des billes, on a étudié aussi l'effet d'essence de la température et des paramètres de coupe. Puis on a procédé à la caractérisation, proportion et dimension des lamelles, qualité de surface des écaris, propriétés électriques au niveau de la consommation et finalement l'analyse des résultats. Ce travail a été fait par un étudiant au doctorat à l'université là-bas, Arsa, à l'Hyperja. Donc, on a le type de lamelles qu'on a obtenu. Donc, on a obtenu des lamelles de 70 mm, de 45 mm, de 28, 22, et aussi on a obtenu ce qu'on appelle des aiguilles, des fils des aiguilles, qui ont été destinées à la production d'énergie. Donc, dans le dispositif expérimental, on a étudié plusieurs facteurs, l'effet des nœuds, l'effet de la teneur d'humidité, l'effet de l'intensité du bois, l'effet de volume de coupe, l'angle du contre-poteau, la distance du contre-poteau, la température du bois et quelques interactions. Donc, si on remarque, le facteur principal, facteur qui a été décidé, c'est la température du bois. Donc, on a utilisé deux températures. Une température qui correspond à la température à l'hiver pour les buissons gelés et une température à l'été. Puis, la majorité de tous les facteurs, généralement, ont des influences importantes sur la proportion de lamelles et la proportion des fines et des aiguilles. Donc, si on regarde la qualité sur les proportions des lamelles et les proportions des fines,
Donc, si on regarde ici pour la proportion de lamelles, pour les billes gelées, donc généralement, selon les paramètres de coupe, ici, c'est la limite, ce qui est acceptable. Généralement, c'est inférieur à la limite acceptable, ou quand les pieds sont gelés. Par contre, pour les fils, est loin supérieur à la limite acceptable. Donc, on produit beaucoup plus de fils et des aiguilles que des lamelles. Donc, la coupe en état gelé a produit 1,5 à 2 fois plus de lamelles à l'état non gelé et à 3 à 4 fois moins de fils qu'à l'état gelé. Donc, la conclusion, il faut optimiser les paramètres pour, à l'hiver ou dégeler les billes pour arriver à des bonnes qualités de billes, des bonnes qualités de lamelles. Donc, ici, on a travaillé avec des paramètres optimisés. Donc, on a trouvé les paramètres qui permettent d'avoir des proportions de lamelles optimales, même si les billes sont gelées. Donc, on voit ici, pour l'état gelé, on a obtenu jusqu'à 91% de lamelles pour l'état mobile. Et au niveau des billes non gelées, on a 95% de lamelles, ce qui est très intéressant. Puis ici, on voit la proportion d'aiguilles et la largeur des lamelles, un facteur très important aussi. Donc, au niveau des billes gelées, on a des lamelles qui sont moins larges parce que les lamelles cassent quand ils sont gelés. Pour l'effet des essences, au niveau de la consommation électrique, donc on voit le pain gris qui a une densité normalement un peu plus élevée que les autres, consomme beaucoup plus d'énergie que les autres pour les billes gelées. Pour les billes non gelées, donc c'est la même chose, mais il n'y a pas de différence significative entre la consommation énergétique et l'énergie de coupe au niveau des procédés de transformation. Donc, la conclusion aussi ici, c'est qu'à l'été, on n'a pas d'impact au niveau de la puissance, la consommation électrique, mais à l'hiver, il y a une différence entre les essences. Donc, les conclusions générales de ce projet de doctorat, le prototype de porte-outils conçu dans cette étude a permis de produire de la lamelles propice pour la production de panneaux OSB. C'est l'objectif principal. On voulait produire des lamelles au lieu des copeaux. Puis, avec la conception de la nouvelle tête porte-outils, on a réussi à atteindre cet objectif. La température du bois était le principal facteur affectant le rendement des lamelles, des fils, des aiguilles et la largeur des lamelles suivies de l'angle du contre-couteau. Donc, la température est le principal facteur. Puis après ça, on passe à les facteurs d'importance sont les paramètres de coût. La transformation des billes non gelées n'a montré aucune différence dans la distribution granulométrique et la consommation énergique entre les trois essences. Donc, on peut transformer à l'été, on peut transformer toutes les essences ensemble. Il n'y a pas de différence. Par contre, à l'hiver, il faut faire attention. Finalement, la fabrication de lamelles en conditions de gel peut présenter des défis, notamment en termes de consommation d'énergie. Donc, il faut trouver une solution. Il y a plusieurs pistes de solutions. Nous, on a optimisé les paramètres de coupe pour arriver à produire plus que 90%, mais on a toujours les lamelles qui sont minces. Il y a d'autres solutions opérationnelles, par exemple le dégel des billes. Comme ils font dans les panneaux OSB, avant de les transformer, ils vont les mettre dans un bassin de dégel. Donc, ça, c'est une solution que les usines de sciage peuvent aborder. Donc, la deuxième solution, c'était notre étudiant en doctorat. Il a travaillé sur la valorisation des doses de résine pour la production de lamelles utilisées dans la fabrication de panneaux OSB. Donc, comme j'ai dit au départ, il y a deux procédés. Le procédé par les écasseurs fragmenteuses et le procédé normal où on produit des doses, ou qu'on appelle aussi dans le langage plus commun les codes. Quand les gens vont prendre ces doses, puis ils vont le transformer en copeaux. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est d'utiliser ces doses et les transformer en lamelles. Donc, l'expérience était faite chez FP Innovation. Donc, on a les billes, on a transformé les sillages et les doses. Par la suite, on a transformé les doses à l'aide d'une machine virtuelle
en lamelles. Donc, l'objectif de cette étude était de valoriser l'objectif de cette étude était de valoriser les doses issues d'essence de résineuse pour la production de lamelles, les objectifs spécifiques, évaluer les propriétés mécaniques des panneaux OSB fabriqués à partir des lamelles de trois essences, étudier la géométrie de la sur les propriétés des panneaux et étudier la relation entre la structure interne du panneau et ses propriétés. Donc, les panneaux OSB sont faits généralement à partir de peuplures exclusivement. Avec les résineux, donc on amène un autre problème avec à la fabrication. C'est que les essences sont différentes, donc leur collage ou leur pressage peut présenter des problèmes. Donc nous, dans cette étude, ce qu'on a fait, c'est fabriquer des panneaux à partir d'OSB issus de lamelles de résineux et de peuplures flottantes. Donc on a utilisé les mêmes choses, le sapin brouillé, les pinettes noires, le pain gris et le peuple tremble. Notre approche expérimentale, donc on a travaillé sur des lignes, on a passé par l'écossage, on a produit des planches et des os, on les a mouillés pour faciliter la mise en lamelle, par la suite on a séché. Donc on a mesuré la nombre de contacts, on a fabriqué des panneaux avec la lamelle résine de TF. Donc puis on a mesuré, on a dit l'essence, la géométrie des lamelles et la structure des panneaux. Puis, on a mesuré plusieurs propriétés. Parmi les propriétés qu'on a mesurées, c'est l'image de tomographie à X pour voir la structure interne des panneaux. Donc, ici, on a le dispositif expérimental. Donc, on a utilisé des panneaux 100% pain gris, 100% épinette, 100% sapin et 100% épinette. Puis, on a utilisé différentes proportions. 33 panneaux épinette noire, 66% peuplier, et l'inverse. Ici, on a fabriqué des panneaux. Donc, le dispositif c'est fait à l'Université Laval, des expériences. Puis, on a travaillé sur différentes structures. Ici, c'est la structure du panneau. Donc, on a travaillé sur l'orientation des lamelles dans la couche de surface, dans la couche du centre. Puis, ici, on a travaillé sur la proportion des essences en surface ou au centre. Donc, si on regarde les résultats, donc ce qu'on a obtenu, c'est que tous les panneaux rencontrent les normes. Donc, ici, on a les lignes pour les différentes propriétés. Donc, peu importe la propriété, tous les panneaux respectent les normes, à l'exception de l'absorption d'eau. Donc, on a ici les mêmes choses. Peu importe la direction, l'orientation, on respecte aussi les normes. On est de loin supérieur à ce que la norme l'exige. Par contre, pour la stabilité dimensionnelle, pour l'absorption d'eau, on a un problème, c'est quand on introduit les essences d'épinette ou de sapin, on a une plus grande absorption d'eau. Donc ici,
avec la tomographie à rayon X, on a déterminé comment le bois gonfle au cours du processus. Donc, l'eau passe principalement par la surface vers les centres. Dans la composition de couche de surface est le principal facteur qui contrôle le gonflement dans le panneau. Donc, puisque les peupliers, on a trouvé aussi les lamelles de peuplier ont une meilleure stabilité dimensionnelle que les panneaux. Donc, la suggestion est de placer les lamelles du peuplier dans les surfaces et mettre les autres lamelles dans le centre. Donc, cette étude, généralement, a permis de tirer les conclusions suivantes. Ne sait pas combien l'épilatoire et le pingris conviennent à la fabrication de panneaux OSP, ce qui est intéressant. Les propriétés physiques et mécaniques rencontrent les exigences de la norme, à l'exception du gonflement d'eau. Les panneaux mixtes résineux peupliers présentent les meilleures propriétés en flexion, se fabriqués à partir de la mètre de résineux seulement. Donc, pour améliorer les propriétés ou obtenir des meilleures propriétés, il faut utiliser des mix et non pas travailler à utiliser des résineux tout seul. La composition de la couche de surface du panneau est le principal facteur qui contrôle le gonflement en épaisseur. La composition de la mètre de résineux et du peuplier a amélioré cette propriété. Le gonflement en épaisseur des panneaux diminue à mesure que la longueur et l'épaisseur de la mètre diminue. Donc, ici, on a étudié l'effet de la dimension de la mètre sur le gonflement. Donc, le gonflement diminue à mesure que la longueur et l'épaisseur de la mètre diminuent. Donc, ces deux projets, dans la première solution qu'on a trouvée, c'est de produire autre chose que les copeaux. La deuxième alternative, c'est la production l'utilisation des copeaux pour la production des composites bois polymères. Donc, cette étude a impliqué 3 étudiants, 2 à la maîtrise et 1 au doctorat. Donc, donc, on a travaillé sur 3 volets. Le premier volet, c'est l'utilisation des pâtes à haut rendement qui ont utilisé pour le papier journal pour la fabrication de composites bois polymères. Donc, on continue à produire de la pâte, mais au lieu que les fibres soient destinées au papier, on produit des composites de bois polymères. Donc, on a regardé les 3 principaux procédés de fabrication de pâtes à haut rendement pour le papier journal, qui sont les pâtes TMP, thermomécaniques, les pâtes CTMP, chimico-thermomécaniques, et les pâtes d'explosion à la vapeur, qui n'est pas populaire au Canada, mais est très utile un peu partout dans le monde. La deuxième option, c'est l'utilisation des fibres torréfiées. Donc, on prend les copeaux, on les torréfie, puis on utilise la fibre pour la fabrication de composites bois polymères. Pour la troisième approche, c'est l'étude de doctorat de Jing Fazak, c'est la production de biocomposites à haute performance. On va voir ce que ça veut dire, biocomposites à haute performance. Donc, pour un petit rappel, c'est quoi les composites de bois polymères ou les biocomposites? Ce sont des matériaux en émergence dans le secteur de la construction, du transport et de l'emballage. Ils sont faits à partir de polymères chargés de fibres naturelles et d'autres additifs. Le bois permet de réduire le coût. Une tonne de bois coûte, une tonne de fibres de bois, peu importe, coûte environ $400, alors qu'une tonne de polymère est de dessus de $1000. Donc, si on remplace jusqu'à 40%, il y a une économie importante au niveau du coût de la matière première. Et ça permet aussi de diminuer l'impact environnemental des matériaux. Donc, si on utilise 40% de matériaux biosourcés dans un matériau, on réduit son impact environnemental. Les propriétés des composites résistants dépendent de plusieurs facteurs. La méthode des fibrages et les traitements thermomécaniques et chimiques ont un impact important sur la mise en forme et les propriétés des biocomposites. Les biocomposites ont une faible résistance mécanique, limitant leur utilisation à des applications non structurales. Ce constat est dû à la faible résistance des polymères. Donc, les polymères n'ont pas de propriétés structurales et l'adhésion entre interfaces.
Donc, une des solutions qu'on a proposées, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des plastiques techniques en tant que matrice pour produire des biocomposites à haute performance en termes de euh, les plastiques thermiques, pour les procédés techniques, il faut les procéder à haute température. Donc, la fibre n'est pas thermorésistante, elle ne résiste pas à la température. Donc, il faut utiliser des traitements de la fibre pour qu'on puisse l'utiliser avec les plastiques techniques. Donc, le premier projet, les biocomposites à base des pâtes à haut rendement, TNP, STP, explosion à la vapeur. Donc, on a utilisé dans ce cas les popos de boule blanc qui ont été fournis par le Centre intégré des pâtes papier de l'UQTR, qui sont des fibres CTMP et TNP. Et on a fabriqué, ou on a produit les fibres d'explosion à la vapeur ici au laboratoire. Donc, le procédé consiste à la préparation de la caractérisation des fibres, la mise en forme des composites par un procédé à deux étapes, l'extrusion des granules et l'injection des éprouvettes d'essai. On a fait une panoplie de tests, soit mécaniques, soit physiques, et de chimie de surface et de stabilité thermique. Donc, si on regarde les résultats, donc, ce qu'on constate au niveau des propriétés en traction ou en flexion ou au niveau de stabilité dimensionnelle, il y a très peu de différence entre les pâtes thermomécaniques et les pâtes chimico-thermomécaniques. La raison est simple, c'est qu'il y a très peu de changements, soit à la morphologie et à la chimie de surface issus de ces deux procédés. Par contre, les fibres d'explosion à la vapeur ont donné de très faibles propriétés mécaniques comparativement TMP et STMP. On voit ici, soit en flexion, en traction, on a les fibres d'explosion à la vapeur sont plus faibles que les TMP et les STMP. Par contre, pour l'absorption d'eau, on voit les fibres de style d'explosion à la vapeur ont absorbé moins d'eau, ce qui est souhaitable. Donc, ces résultats sont expliqués par, tout d'abord, pour les faibles propriétés des propriétés mécaniques des composites à base de fibres d'explosion à la vapeur, on a constaté la présence de la lignine à la surface de ces fibres. Ici, on a un pic associé à la lignine, donc il y a une intensité très faible, donc la lignine est présente à la surface. Puis on sait que la lignine empêche les liaisons entre le polymère et la fibre de bois. Donc ça, c'est une première explication. Une deuxième explication, quand on a analysé les fibres TMP, CTMP et explosées à la vapeur, on a constaté que les fibres issues du procédé d'explosion à la vapeur sont beaucoup plus courtes. Donc cela explique aussi la faible résistance mécanique. La meilleure stabilité dimensionnelle des composites à base de fibres d'explosion à la vapeur est expliquée par la présence de l'aluminium, qui est une composante hydrophobe à la surface des fibres. Puis, tel comme je l'ai dit, il n'y a pas de différence entre les deux composites CTMP et TNP à cause de la similarité principalement de la caractérisation chimique des propriétés. Le second projet était l'utilisation des biocomposites à fibres, des fibres torréfiées. Donc, dans ce projet, on a utilisé, l'objectif était d'étudier le potentiel des fibres torréfiées pour la production de composites bois polymères. Donc, on a utilisé les pilettes noires qui ont été torréfiées à 3 températures, 315, 400 et 445, à l'aide de pyrolyseur d'Erex, qui se trouve ici au CETRI. Deux polymères ont été utilisés, le polypropylène et le polyéthylène haute densité, à 3 proportions. Puis, on a fabriqué des granules par un procédé d'extrusion, suivi par la fabrication des éprouvettes par un procédé d'injection. Donc, on a fait le même type de test. Donc, on a la stabilité dimensionnelle, propriété mécanique, chimie de surface et stabilité thermique. Donc, ce qu'on constate, comparativement aux fibres de bois, on a des propriétés mécaniques généralement plus faibles. On voit ici à 315 degrés Celsius, tous les propriétés, peu importe la proportion, sont plus faibles que les fibres non traitées. L'augmentation de la proportion diminue davantage les propriétés
mécanique des biocomposites. Par contre, pour la stabilité dimensionnelle, donc on voit ici, on a atteint à un certain moment 0% de changement de volume en utilisant des fibres toroïdiques. Donc, la dimension peut changer un peu, l'absorption d'eau peut changer, donc l'eau va se trouver dans les vides, mais le panneau ne change pas de dimension, ce qui est très intéressant pour les applications comme les portes et fenêtres et ainsi de suite. Donc, l'explication qu'on a donnée à ces résultats, donc on regarde ici le groupement OH, c'est le groupement responsable, et le groupement CH sont les groupements responsables des liaisons entre le fibre de bois et le polymère. Donc, à 315 degrés Celsius, on a encore des composants de groupement OH. Donc, il y a encore des liaisons qui se forment. Par contre, à 400 degrés Celsius, les groupements OH et les groupements CH disparaissent complètement. Donc, il n'y a plus de possibilité de liaison entre le polymère et les fibres de bois, ce qui explique la diminution de la résistance. Une autre chose, quand on a regardé au niveau de la microscopie électronique à balai, on a observé les deux types de ruptures. On a des ruptures à l'interface entre le polymère et les fibres, mais aussi on a observé des ruptures des fibres. Donc les fibres, par notre qualification, deviennent très cassantes. Donc elles cassent pendant le procédé de. Donc, cela complète la partie concernant l'utilisation des fibres torréfiées. Le troisième projet, c'est les biocomposites à haute performance. Qu'est-ce qu'on parle d'un biocomposite à haute performance? Je vais donner des exemples. L'exemple de stabilité dimensionnelle. Donc, on a réussi à obtenir des composites qui ne changent pas de dimension, même s'ils absorbent de l'eau. Au niveau mécanique, si on regarde les composites commerciaux ici sur le marché, leurs propriétés ont une densité de l'ordre de 1000 kg par mètre cube ou 1 g par centimètre cube et une résistance très faible. Par contre, ce qu'on a produit, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie W. Ici, c'est notre travail. Donc, on a atteint des propriétés qui se comparent principalement aux matériaux bois lui-même, et aux composites à base de bois, et même ne sont pas loin du béton, ce qui est très intéressant en termes de propriété. Donc, l'objectif général de ce projet est de valoriser les copeaux de bois pour la production de biocomposites à haute performance en termes de propriétés mécaniques, stabilité thermique et unification à partir des plastiques techniques et de la fibre thermorésistante. Donc, pour travailler avec, comme je l'ai dit au départ, pour travailler avec les plastiques techniques, il faut utiliser des fibres thermorésistantes. Donc, on a appliqué plusieurs traitements de thermorésistance pour atteindre cet objectif. Donc, les objectifs spécifiques sont améliorer la résistance au feu et la stabilité thermique des fibres de bois en utilisant un traitement à l'acide borique. Donc, on a traité les fibres de bois qu'on a utilisées avec l'acide borique. Expliquer le mécanisme de réaction entre l'acide borique et la fibre de bois et celui de l'amélioration de la stabilité thermique de la fibre de bois. Puis produire des biocomposites hybrides à haute performance en utilisant des plastiques techniques et les fibres de bois traitées et non traitées, et aussi des composites hybrides en utilisant les deux types, les plastiques normaux et les plastiques techniques. Donc, ici, ça résume un peu les tests qu'on a faits. Donc, on a l'extrusion des granules, l'injection des éprouvettes. On a aussi travaillé par la thermocompression. On a fait des analyses sur surface thermique, de microscopie et de propriétés mécaniques. On a aussi analysé la résistance au feu par calorimétrie à cône et d'autres tests avancés comme la microscopie électronique à balayage, le XPS, le DRX, l'angle de contact, et ainsi de suite. Donc, la première chose, c'est qu'on a essayé de voir c'est quoi ce qui se passe quand on traite le bois avec l'acide borique, qui la rend très résistante. L'acide borique est connu, on l'utilise pour l'amélioration de la résistance au feu des polymères, du bois, et ainsi de suite. Donc,
Quand on traite la fibre de bois est composée de cellulose, d'hémicellulose et de la lignine. Quand on la traite à l'acide borique, on obtient l'acide borique va réagir avec les trois composantes pour produire le boréate, l'hémicellulose boréatée, la lignine boréatée et la cellulose boréatée. Donc, la réaction se fait, c'est une polymérisation entre l'acide borique et une polymérisation à déshydratation des groupements bore OH qui produit de l'eau, absorbe la chaleur et qui ralentit la dégradation thermique de la fibre de bois. Donc, l'ajout de bore modifie la réaction thermochimique lors de la pyrolyse. Quand on fait un traitement de pyrolyse avec la fibre traitée à l'acide borique, on change la réaction thermochimique qui prend lieu, ce qui augmente le rendement en charbon. Donc, ce qui se passe, il y a deux réactions qui se passent, ce qu'on appelle la réaction de désterification et la réaction de complexation. On a ce qui augmente le degré de nitrification, la température de dégradation de l'inocellulose va augmenter. L'énergie de liaison, si on compare l'énergie de liaison du bore avec l'oxygène et du carbone avec l'oxygène, on a une amélioration très importante. Donc, on voit la valeur théorique de l'essence des liaisons, ce qui améliore la stabilité thermique de la rhinocellulose. Puis aussi, il y a ce qui se passe, il y a formation de couches d'oxyde de bore au cours de la dégradation thermique, ce qui isole une partie de l'oxygène, donc augmente le rendement en charbon. Donc, cette étude a permis d'expliquer d'une façon très détaillée ce qui se passe quand on traite la fibre de bois avec l'acide borique. Donc, dans cette étude, on a utilisé la fibre de bois traitée à l'acide borique pour produire des biocomposites fibres de bois boréatées et les polyamides. Polyamide, c'est un polymère technique très résistant. Il a une très forte résistance. Donc on a, avant de combiner le polyamide 6 avec les fibres de bois boréatées pour explorer les effets de l'acide borique et la teneur en fibres de bois sur la stabilité thermique et les propriétés mécaniques des biocomposites. Ici, on a l'aspect visuel. Donc, on a le pur le polyamide. Quand on ajoute 10% d'acide de fibres de bois traitées, donc on voit la différence de la couleur. Elle est beaucoup moins dégradée que si on utilise des fibres de bois non traitées, qui deviennent très, très dégradées. Donc, au niveau des propriétés, l'ajout de la fibre de bois a amélioré d'une façon importante toutes les propriétés mécaniques, à l'exception de la résistance à l'état, à la ductilité ou l'élongation à l'électricité, parce que l'ajout de fibres, d'une façon générale, dans les polymères, peu importe, va les rendre cassants. Donc, l'ensemble des résultats nous a permis de démontrer que le traitement à l'acide borique des fibres de bois a été bénéfique pour la mise en forme des biocomposites à haute performance, a amélioré la stabilité thermique des bois et des biocomposites bois polyamide 6, a permis une bonne adhésion interfaciale entre la fibre de bois et le polyaramide 6 en raison de leur polarité similaire ou la compatibilité des groupements à leur chimie de surface, puis a entraîné une légère diminution de la résistance des biocomposites. La deuxième étude, c'est les biocomposites à haute performance l'inocellulose polycarbonate. Donc, ici, on voit l'orientation des fibres. On remarque que les fibres sont orientées de façon aléatoire. On voit clairement la fibre de bois. Et aussi, on voit aussi le boréate. Il a été disparu. Normalement, c'est ici le boréate qu'on voit dans les biocomposites. Donc, on voit l'impact de l'ajout des protéines mécaniques. Au niveau de la résistance à l'infection, il n'y a pas d'impact.
Donc, on voit ici très peu d'impact. Par contre, au niveau, la même chose pour la distance à l'attraction. Par contre, pour le module d'élasticité, on observe une importante amélioration au niveau du module d'élasticité. Donc, si on regarde la graphique que j'ai montrée au départ, par rapport aux matériaux, dans notre travail, a permis d'améliorer d'une façon plus importante les propriétés des composites. Ici, on voit le comportement à long terme. Donc, c'est le test de CRI qu'on appelle, le mot français m'échappe. Donc, en conclusion de cette étude, les deux composites à base de fibres de bois et de polycarbonate ont été préparés à une température de mise en forme très élevée grâce à l'amélioration de la stabilité thermique des fibres de bois par l'acide porique. Une bonne adhésion interfaciale entre le bois et le polycarbonate a été obtenue en raison de la polarité chimique similaire. Puis, comparé aux biocomposites conventionnels existants, ceux obtenus présentement présentent d'excellentes propriétés. Le module d'élasticité des biocomposites à base de fibres de bois et de polycarbonate sont comparables aux panneaux structuraux OSB et contreplaqués, ce qui est très intéressant. Donc, dans cette étude, on a fait des composites hybrides. Donc, le polycarbonate, c'est un polymère très cher. Donc, si on utilise des composites à base de polycarbonate seulement, ça va coûter trop cher. Mais c'est que si on combine le polycarbonate avec le PEHD, donc on utilise deux matrices et une fibre de bois, qu'est-ce qu'on obtient comme résistance? Donc, on a les propriétés mécaniques. Donc, on a ajouté jusqu'à 25% de polycarbonate. Donc, on obtient d'importantes, quand on met le tout, on obtient d'excellentes propriétés, à l'exception à l'élongation de tube qui est normale au niveau des composites. La même chose pour le prix. On obtient une importante amélioration du comportement à long terme des biocomposites. Le feuillage, c'est le clip. Donc, pour les biocomposites hybrides, donc on les a préparés par moulage par injection, à température de traitement très élevée. Les particules de polycarbonate se répartissent uniformément dans la matrice HDPE. Donc, il y a une bonne fusion entre les deux polymères. Sous forme de nanoparticules ou de microparticules. Le PC a joué un rôle d'agent nucléant. L'ajout du PC a favorisé la résistance mécanique et les modules de composites obtenus. L'ajout du polycarbonate a aussi un effet positif sur l'unification des panneaux des biocomposites. Une autre alternative, c'est la stratification. Donc, le polycarbonate peut se présenter sous forme de feuilles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué les panneaux composés de polymère normalement, puis on a ajouté des feuilles de 0,5 mm à la surface par stratification pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau des propriétés mécaniques. Donc, l'amélioration la plus importante était au niveau de la résistance au feu. Donc, la résistance au feu était améliorée d'une façon substantielle quand on fait cette approche. Par contre, pour les propriétés mécaniques, donc, on voit ce qui se passe, c'est vraiment une formation d'une couche de carbone au-dessus qui protège le composite de bois polymère. Par contre, au niveau des propriétés mécaniques, on a des améliorations, mais ils sont, je peux considérer comme minimes. Donc, la stabilité thermique et la résistance de feu des biocomposites multicouches sont améliorées par rapport aux biocomposites monocouches. La certification n'a pas amélioré la propriété mécanique par rapport aux composites monocouches bois HTP2. Le traitement des fibres de bois à l'acide borique entraîne une faible réduction des propriétés mécaniques des biocomposites bois polymère. Donc, cela complète un peu ce qu'on a fait au niveau des biocomposites. Donc, finalement, je vais terminer par la valorisation des copeaux de bois pour la production de bioénergie.
biologie en anglais encore. Donc, ce travail a été fait par trois étudiants, deux étudiants et un étudiant à la maîtrise. L'objectif principal était d'étudier l'effet d'influence de deux types de traitements thermiques, la torréfaction et l'explosion à la vapeur, sur les propriétés des granules de bois. On parle de densité, de pouvoir calorifique et de durabilité à partir de trois espèces résineuses et d'un feuillu. Donc, si on regarde dans la littérature, au niveau d'explosion à la vapeur, la plupart des essais sont faits entre 180 et 240 degrés Celsius. Nous, on a fait un traitement de 220 degrés Celsius pendant 6 minutes pour l'ensemble des essences. Donc, les avantages de ce traitement, tout d'abord, une haute durabilité, une densité élevée, pouvoir calorifique élevé, favorise la désintégration. Au niveau de la torréfaction pyrolyse, donc là, ça se fait d'une façon générale dans l'intérieur entre 203 et 220 degrés Celsius. Nous, on a fait la pyrolyse à trois températures entre 315 et 454 degrés. Donc, c'est trop élevé, plus élevé. Donc, ça donne un pouvoir calorifique très élevé, facile à broyer, faible densité et durabilité. Et l'inconvénient principal, c'est qu'on ne peut pas, comme on a montré tantôt, que les groupements OH disparaissent, les groupements fonctionnels disparaissent. Donc, il faut ajouter un liant pour que la granule soit intégrée. Donc, on est parti des copeaux de bois de trois essences pour les résineux, les filets noirs, le pain gris et le sapin brunier. Donc, on a utilisé l'unité d'exposition à la vapeur à l'Université de Sherbrooke pour ces essences-là, pour fabriquer des fibres, pour défibrer les fibres. Et on a utilisé la... Donc, on a utilisé l'usine pilote Carbon FX Direct Energy pour fabriquer pour la pyrolyse des copeaux. Donc, on a transformé les copeaux par un procédé pour l'explosion à la vapeur. Donc, on a parti des granules pour la granulation. Donc, on est parti des fibres de bois, partie de bois soit torréfiées ou non torréfiées. On a utilisé une unité de granulation qui s'ouvre exactement pour produire des granules de bois. Donc, ici, on a le système, les trois essences de bois, explosion à la vapeur. Donc, on a fait à 220 degrés Celsius pendant 6 minutes. Puis la pyrolyse, on a utilisé trois températures. Puis on a varié la géométrie de la granule. On a travaillé sur l'utilisation de la géométrie de la PDA et l'additif. Donc, les additifs, on a ajouté un liant qui est le linosulfonate et la teneur en eau. On a fait toutes sortes d'analyses thermiques, de chimie de surface, de densité, de durabilité et de pouvoir calorifique. Donc, le procédé de la granulation du fibre torréfiée était très difficile. Donc, on a passé de différentes étapes d'optimisation pour arriver à des granules qui se tiennent. Donc, ici, faible teneur en humidité, donc la granule est complètement désintégrée, on n'est pas capable de tenir des granules. Donc, on utilise une teneur en humidité élevée 25% sans aucun additif. Donc, on a une granule qui se casse rapidement. Puis, on a ajouté teneur en humidité de 20% et de 15% de l'amine pyrolytique comme agent de couplage. Donc, on a essayé de la l'amine pyrolytique et le sulfonate
Et c'est la ligne théorique qui a donné de meilleurs résultats. Donc là, ici, je vais revenir au peuplier, au boulot. Donc, on a regardé, vérifié l'effet de traitement sur le traitement de fibrillation sur le pouvoir calorifique. Donc, on a le boulot non séché, on a le boulot à base de base CTMP, à base TMP, l'explosion de la vapeur, puis ici, on a une granule commerciale. Donc, on observe que les fibres exposées à la vapeur ont une importante amélioration du pouvoir calorifique. Par contre, le CTMP a une plus faible. Puis ça s'explique parce que le CTMP a subi un traitement chimique léger. Donc, ce traitement chimique a modifié les structures, puis probablement il a entraîné une baisse au niveau des propriétés thermiques. Donc, effet de l'essence sur le traitement, la densité des granules. Donc, ici, on a les granules de différentes essences pour l'explosion à la vapeur, le pain gris, le sapin humide et l'épinette. Puis ici, on observe le pain gris, l'épinette à différentes températures. Donc, on a 315, 400 et 454. Puis ici, le pain gris brut. Au niveau de la densité, comme l'a prévu, la densité des granules torréfiés à haute température est beaucoup plus faible que la densité des granules non torréfiés. Au niveau de l'essence du bois, donc on regarde la même chose. Donc on a le bois traité, non traité, traité à l'explosion à la vapeur. Donc on a une légère amélioration, mais pas si importante. Par contre, on a une importante amélioration, peu importe le traitement d'explosion à la vapeur. Donc ce qui est intéressant ici, le traitement de tonification à 315 donne d'excellentes propriétés. On n'a pas besoin d'aller à 445 pour atteindre ce niveau de pouvoir calorifique. Pour la durabilité, donc les granules les plus durables sont issus du procédé de fibres non torréfiées. Par contre, et l'explosion à la vapeur. Ces deux procédés donnent d'excellente durabilité. Par contre, la torréfaction diminue la durabilité, puis c'est à cause qu'il faut utiliser un liant. Puis le liant qu'on a utilisé, probablement, si on utilise un autre liant ou bien une plus grande proportion, on peut atteindre les mêmes niveaux de durabilité que ceux obtenus ici. Donc, en conclusion, la pyrolyse a permis d'améliorer de manière significative le rendement des granules, qui est passé de 8 à 19 mégajoules par kilogramme pour des granulés, pour les granulés traités, à 27 jusqu'à 31,1 mégajoules par kilogramme pour les granules, traités, en dépit de leur faible densité. L'explosion à la vapeur a amélioré les propriétés des granules alors que la torréfaction a diminué cette propriété. Donc, la pyrolyse entraîne la réduction du groupe hydroxyle et donc les liaisons hydrogène à fibre à fibre. L'agent le liant qu'on a utilisé a permis d'améliorer, mais il n'est pas aussi efficace que les liaisons qui sont formées normalement dans le bois. Quel que soit le traitement thermique utilisé, on a constaté que les granules de pain gris ont montré les meilleures performances en termes de pouvoir calorifique et de durabilité par rapport aux deux autres essences. On n'a pas une explication pour ça, mais c'est le résultat qu'on a trouvé. Donc, pour conclure, dans les trois termes qu'on a utilisés, produire des sous-produits autocollés copeaux, donc une tête porte-coquille d'une Necrosis fragmentus a produit des lamelles pour la production de panneaux USB. Le défi est l'optimiser du procédé à l'hiver. Les doses de résine ont été transformées en lamelles pour la production de USB. Le défi est d'améliorer le gonflement en épaisseur des panneaux de résine. Ça, c'est le défi de consiste. Pour la valorisation du copeaux pour la production du produit, des biocomposites à haute performance ont été produits en utilisant des plastiques techniques et de fibres persistance.
Dans ce cadre, comme tous les composites, l'amélioration de la ductilité et reste le principal défi à relever. Finalement, valoriser les copeaux pour la production de bioénergie. Les copeaux ont été traités par pyrolyse rapide et par explosion à la vapeur pour la production de granules énergétiques. La pyrolyse a démontré un meilleur pouvoir calorifique, alors que l'explosion à la vapeur a donné de meilleures durabilités. Finalement, je tiens à remercier. Ce projet-là a impliqué beaucoup de monde, donc les partenaires académiques et de recherche, les organismes de financement et les compagnies, les industries qui ont contribué à ce projet. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Ahmed. Il y a des questions pour nous? La question des granules avec la pyrolyse, ça me semble nécessiter beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie additionnelle pour quelque chose qui se mettre dans le feu. À quel point c'est rentable? Si on utilise, on produit seulement les granules, je vous dis tout de suite, c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout, Puis, c'est à mon avis. Je dis ça, c'est à mon avis. Mais si on prend la pyrolyse, parce que quand on fait la pyrolyse, on produit pas seulement les granules. On produit 3 types de produits. Puis là, ça peut être la rentabilité. Le premier produit, c'est les granules, qui a moins d'émissions, plus facile à transporter, a un pouvoir calorifique plus intéressant, ainsi de suite. C'est ça. Le deuxième, c'est l'huile pyrolytique. Donc, si on fait une opération de pyrolyse, on ne récupère pas l'huile pyrolytique, à mon avis, il y a beaucoup de gaspillage. Donc, parce que l'huile pyrolytique, tu peux prendre cette huile pyrolytique, la transformer en biodiesel. Tu peux la transformer en huile, tu peux la transformer pour faire de l'essence, pas mal de. Donc, c'est l'huile pyrolytique, c'est très important de l'avoir. Le troisième un produit qu'on peut obtenir à la place des granules, on peut produire des briquets pour le barbecue. Donc, le charbon, ça, on peut le faire. Puis, actuellement, les briquets qu'on achète, qui rapportent beaucoup plus que les granules, sont faits à partir d'issus de pyrolyse. Donc, le charbon qu'on trouve, ce n'est pas issu du bois, mais quand on trouve un charbon qui a une forme bien spécifique, c'est ce genre de. Donc, sans diversifier l'opération les produits, à mon avis, la pyrolyse, bien le rendement, peut-être il y a un impact environnemental que je n'ai pas tenu compte, qui est plus important, plus intéressant à considérer, mais en termes énergétiques, sans l'utilisation de l'huile pyrolytique, la valorisation de l'huile pyrolytique, à mon avis, ça ne vaut pas la peine. À mon avis personnel. Si vous demandez la question dernière. Oui. Considering that production of OSB or NDP really complex, because we get different screening, the size of the fiber, it's not easier to produce NDF or just burn the sawdust in a plant, the combustion plant. Very good question. First, is there demand? You cannot really increase. Okay. La première question, est-ce qu'il y a une demande additionnelle pour les fibres pour les panneaux NDF? La réponse, à mon avis, est non, parce que les volumes actuels, les usines de panneaux de particules et de MDF n'ont pas de la misère à s'approvisionner. Ils ont leur matière première. Donc, il n'y a pas un manque de matière première. Par contre, pour les panneaux OSB, il y a des usines de OSB qui sont en train de fermer. Ils sont en train de fermer. Pourquoi ils ferment? Parce qu'ils n'ont pas accès à la matière première. Donc, le fait que tu amènes une nouvelle matière première avec un volume très important, ça permet la survie de plusieurs usines et ça répond aussi à la demande au niveau de l'approvisionnement, au niveau de la matière première. Donc, ça, c'est une des raisons. La deuxième,
le sillage pour la bioénergie. La demande pour la bioénergie, elle est très fluctuante en fonction de plusieurs facteurs dans le géopolitique, le climat, et ainsi de suite. Donc, après, par exemple, la guerre en Ukraine et la Covid, la demande pour les granules énergétiques a explosé. Les compagnies qui allaient fermer parce qu'il n'y avait pas de marché ont toutes devenu prospères. Donc, il y a un marché, mais ce marché-là n'est pas sécuritaire comme d'autres marchés. Donc, c'est la question. Donc, on remercie Ahmed.